Fermez les yeux un instant. Vous avez 12 ans de nouveau. Vous êtes assis devant votre ordinateur bruyant, couvert d'autocollants de groupes de rock, avec vos vieux écouteurs douloureux dans les oreilles. L'écran émet cette lumière bleue qui va vous éclater tous vos vaisseaux oculaires. Et d'une main tremblante, vous cliquez sur creepypasta.fr. Vous scrollez face à des centaines d'histoires, des fantômes, des tueurs, des monstres, des cartouches maudites. À l'époque, vous aviez intérêt à être allé faire pipi avant, car vous n'alliez plus décoller de votre lit tellement vous aviez peur. Mais aujourd'hui, vous en souvenez-vous ? Je vous avoue que moi, pas du tout, mais comme ma vie est aussi palpitante qu'un arrêt cardiaque, je les ai relues. Et elles sont... putain de mal écrites, mais c'est dramatique. Alors replongeons-nous dans ces récits mythiques des années 2000 et 2010. Bienvenue dans la face cachée des creepypasta pourris. L'origine même des creepypasta vient de copier-coller. Copy-paste, creepypasta. Oui, ce sont des histoires copier-coller, de préférence aussi mal traduites, ponctuées de fautes, mais qui sont devenues totalement mythiques. Les creepypastas sont nés à l'époque des forums, des connexions lentes et des ordinateurs qui pesaient 4 kilos et sentaient le plastique chaud, surtout après l'avoir mis sur tes cuisses suffisamment longtemps pour que tes poils commencent à roussir. Soyons honnêtes, personne ne se souvient des textes qui vont avec les images, et pour cause, beaucoup ont des scénarios qui tiennent sur une demi-tranche de PQ, et le texte, lui, est brodé de phrases émo cringe, et c'est un doux euphémisme. Internet n'était pas encore très bien délimité à l'époque. Il n'y avait aucun code, et ça ressemblait à un joyeux laboratoire d'expérimentation. Et surtout, on était beaucoup moins confrontés aux gros fakes qu'aujourd'hui. Donc ça nous semblait de suite plus crédible. Moi aussi, je me fais avoir avec les images de surveillance en IA en ce moment, mais à l'époque, je croyais aussi à ce type de montage. Il n'était pas rare de prendre pour argent comptant tout ce que les utilisateurs de forums racontaient, et plus l'histoire paraissait réelle, plus elle se propageait. Surtout grâce à leurs images, comme celle de Jeff the Killer, Clarissa, ou du mannequin de l'hôpital dont j'ai parlé dans mon excellente et exceptionnelle vidéo sur l'origine des images maudites, que tu pourras aller voir après si tu ne l'as pas déjà vue. On va commencer par la creepypasta la plus connue, c'est important car c'est elle qui sert de base à un grand nombre d'autres creepypasta. Je parle de l'inarrable Jeff the Killer. L'histoire originale de Jeff the Killer a été publiée sur DeviantArt par un certain Cesseur de son vrai nom Jeff Case. Il a nommé son personnage comme lui, ce qui est très rassurant. Au départ, c'était une mini-histoire façon Bloody Mary. Regarde à minuit, prononce son nom, il apparaîtra derrière toi, blablabla. Basique, cliché, déjà un petit peu éculé pour l'époque. Mais l'image, elle a fait le travail. Jeff, c'est un visage complètement blanc, un sourire totalement improbable, de clown un peu Joker, 2 yeux vides. Bon, en gros, une peinture edgy sur le fanart comme il en existe beaucoup, mais c'est toujours mieux que des fanarts de Mon Petit Poney ou du Roi Lion. Faites pas les innocents, vous savez très bien pourquoi. On sait vaguement que l'auteur a expliqué que Jeff avait le visage ainsi difforme car il s'était renversé de l'acide dessus en nettoyant sa baignoire. Là, c'est juste un triste accident domestique, y a rien de vraiment flippant. Bon, déjà il faut être très maniaque et pas très précautionneux pour s'en mettre directement sur la tronche. Mais admettons. Avec quoi il nettoyait sa baignoire, Jeff ? Des produits aussi corrosifs pour te rendre dans cet état-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Par contre, une nouvelle histoire émerge en 2011. Jeff a désormais un nom de famille, il s'appelle Jeffrey Woods, et l'histoire est un petit peu plus développée. Jeff est un adolescent de 13 ans sans histoire, il vit avec son frère Liu et ses parents, et un jour les 2 frères se font agresser à une fête d'anniversaire par 3 bullies. Jeff se défend, leur étame la gueule, et la police débarque. Mais, comble de l'ironie, elle arrête son frère à sa place. Déjà, d'où la police, elle arrête un gamin de moins de 12 ans pour une bagarre dans une fête d'anniversaire, et en plus, elle le met en tôle. Les mineurs sont pas censés être protégés contre ça. Il n'y a pas un procès avant d'aller en prison, je croyais. Bref, face à tant d'injustice et d'incohérence légale, Jeff n'arrive pas à supporter que son frère soit devenu tôlard, et il est complètement déboussolé. Cet événement le fera sombrer dans la folie. Nos 3 connards de bully reviennent et toquent directement à la porte de Jeff. Non contents de s'être fait rétamer la dernière fois, ils arrivent avec des flingues. Des flingues. C'est pas juste 3 petits cons qui vont aller se battre sur du Beyblade, hein. Non. C'est des durs. Bon, Jeff, qu'on aurait dû appeler John Wick, les éclate, logiquement, en les désarmant. Jeff, il est d'ailleurs anormalement fort. Avec un coup de poing, il arrête le cœur d'un des gosses.
Je savais même pas que c'était possible. Enfin, apparemment ça l'est, j'ai vérifié, il faut une précision de fou, une force de malade et de préférence, il faut que la personne ait une arythmie ou une cardiomyopathie. Donc Jeff massacre apparemment des enfants cardiaques, quoi. Et là, avec le grand boss des morveux, il se bagarre dans la salle de bain. Et là, l'eau de Javel qui était rangée sur l'étagère, elle tombe sur Jeff et hop, ça le brûle au visage. Petit rappel scientifique, alors l'eau de Javel à forte exposition cutanée, ça fait des grosses cloques sur la peau. Ça rend pas pâle et ça fait pas disparaître le nez. Même que selon la creepypasta, la Javel aurait réussi à lui changer la couleur de ses cheveux, principalement à rendre ses cheveux châtains noirs de jet. Purée, tous les coiffeurs au chômage. Au-delà de l'aspect scientifique pas très bon, il y a plusieurs choses qui ont fait plutôt rire les lecteurs. Déjà, de grosses hésitations dans l'écriture. Par exemple, A Sting of Bleach qui pourrait se traduire par un truc de Javel lui est tombé dessus. Ça fait quand même très hésitant. La Javel a javelisé sa peau. Une petite répétition qui est pas non plus très jolie à lire. Après, Jeff, il bute les gamins avec un couteau et il s'évanouit de douleur à cause des brûlures qu'il a sur le visage. À l'hosto, dès son réveil, il peut enfin admirer sa nouvelle face et il se tape la meilleure barre de sa vie parce qu'il se trouve excessivement beau et il semble avoir sombré dans la folie et la déconne. On tombe dans le cliché du rire du psychopathe, voire même de tout ce qui est psychopathe d'ailleurs. Apparemment, être déséquilibré mentalement, ça fait rire. Donc voilà, après avoir découvert son nouveau visage et avoir tué 3 de ses camarades, il sort de l'hôpital. Parce qu'un gamin qui se bagarre dans une fête d'anniversaire égale flic, égale tôle, mais un gamin qui en tue 3 autres et qui finit défiguré, il a même pas un petit suivi psy. On va dire qu'on est aux USA. Et là, c'est à ce moment que la deuxième boulette de cette bolognaise de stupidité va tomber dans l'assiette. La mère de Jeff, visiblement lassée de le savoir enfermé de long dans la salle de bain, entre de force. Et elle constate avec effroi que Jeff s'est cramé les paupières avec un briquet pour pouvoir voir son nouveau visage pour toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de paupières ? Eh bien, il y a un dessèchement rapide de la cornée qui implique une douleur extrême avec une sensation de sable dans les yeux qui est constante, une photophobie très sévère, la lumière devient littéralement insupportable, il y a une inflammation et une infection des yeux et une altération irréversible de la vision en quelques heures et quelques jours. En clair, les yeux vont s'abîmer très vite, ils vont devenir opaques puis aveugles. C'est donc un très mauvais move, Jeff. Ensuite, Jeff va se découper la bouche comme le Joker avec un couteau. Et là, il y a le passage le plus émo cringe de toute l'histoire. Quand sa mère lui demande pourquoi il s'est ouvert la gueule. Je n'arrivais plus à sourire. Ça faisait mal. Maintenant, je peux sourire pour toujours. Quand la mère lui demande pourquoi il s'est cramé les yeux. Je voulais toujours voir mon nouveau visage. Je pouvais pas le voir avant. J'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer, alors je les ai brûlés. Digne des plus beaux poèmes de Skyblog à l'époque. Et attention, je vous laisse une petite compile à l'écran parce que vous n'êtes pas prêts. On aurait dû s'arrêter là, mais non. Sa mère semble vouloir prévenir le père que leur fils s'est mis dans un état absolument lamentable, mais la première chose qu'elle lui dit c'est « Prends ce flingue !» Ton fils, il va clairement pas bien. Le médecin, il a dit que, normalement, avec les effets des médicaments antidouleurs, c'est normal qu'il soit comme ça. Pourquoi tu veux le buter direct ? Là, Jeff la poignarde, du coup, en la traitant de menteuse. Puis, il en va de même pour le père, parce que bon. Et le petit Liu, du coup, qui va aller voir ce qui se passe, parce qu'il a entendu crier. Et Jeff, en bon frère protecteur, il le poignarde, en lui disant la fameuse catchphrase « Go to sleep », donc en gros, va te coucher. Et du coup, dès qu'il tue quelqu'un, il dit « va te coucher ». Voilà, c'est le gimmick de Jeff. Pourquoi ce texte est devenu culte ? Je pense personnellement que c'est son image qui a frappé pas mal les esprits. Pas son histoire. C'est la même mécanique que Smile.jpg, Bendrone ou Slenderman. C'est des visuels qui sont assez ambigus, qui ont une qualité d'image assez atroce et une narration qui est complètement incomplète. Ça va laisser à ton cerveau l'occasion de combler les trous. C'est là que tu commençais à flipper. L'histoire de Jeff, c'est des milliers de fan-art, c'est des centaines de courts-métrages comptant des millions de vues, c'est plein de produits dérivés. Sachez qu'il y a un mec qui a commis un film sur Jeff, un film avec du budget, un film artistico-érotico, voilà. Il a 13 ans, Jeff, Et le pire, c'est que ça a marché. Le texte est devenu un modèle et il y a plein de sous-genres de killers. Il y a un MCU de psychopathes lavé à la javel. On a Nina the Killer, Jane the Killer, Alex Miller et tant d'autres.
Ce qui est fascinant dans un sens, c'est que Jeff, c'est devenu une icône pour pas mal d'adolescents. Déjà, c'est une icône de la douleur, car Jeff est le miroir d'une génération d'adolescents qui se sentaient très seuls, frustrés et invisibles. C'est devenu une forme de symbole. Est-ce que tu veux exister ? Bah, sois un monstre. Et hop, citation d'art sur mon Skyblog avec une phrase MSN en assis. En tout cas, ça n'a pas inspiré toujours les bonnes personnes. En 2017, une affaire éclate dans l'Ohio. Un adolescent de 14 ans, Donovan Nicolas, tue la compagne de son père qu'il avait élevé depuis qu'il était tout petit. 60 coups de couteau et une balle dans la tête. Un petit peu vénère. Quand la police arrive, il explique qu'il n'a rien fait et que c'est Jeff qui a pris le contrôle. Il avait recréé le look du personnage, donc le haut blanc, la bouche tailladée, pas très profondément mais bon, et elle disait que Jeff avait pris le contrôle de son corps. Donovan a été condamné, puis relâché des années plus tard pour vice de procédure. Ce gamin s'est incroyablement identifié à Jeff comme un adolescent invisible et moqué par tout le monde. Et il s'en est donc pris à la compagne de son père sans aucune raison particulière apparemment. Les enquêteurs ont estimé que Jeff était une personnification de sa colère et de ses impulsions violentes. C'est l'un des rares cas récents où un adolescent a utilisé la possession démoniaque comme justification intégrée à un trouble psychiatrique. Ça me rappelle un peu les cas de criminels qui ont plaidé la possession démoniaque dans les années 70-80 comme R.J. Johnson, Michael Taylor, David Berkowitz ou Ronald Joseph DeFeo. Pour revenir à notre sujet, les creepypastas accompagnent souvent plus l'image ou la représentation du personnage plutôt qu'elles vivent en elles-mêmes. Par exemple, parlons de cette creepypasta, de l'histoire d'un gars qui vole des organes aux gens qui se baladent en forêt. Dans l'histoire originale, on a Mitch avec son frère Edwin qui font leur meilleur rando. Et puis Mitch se fait assommer. À son réveil, il lui manque un rein. À l'hosto, une entité très étrange, toute pâle et sans yeux, apparaît au-dessus de son lit et lui annonce la mort d'Edwin. Plus tard, Mitch retourne sur les lieux et retrouve le corps de son frère, ainsi que son rein, un petit peu croqué à côté, quoi. Le mec, finalement, il est peut-être pas assez fin. Mais ce qu'il avait envie de faire, c'était de torturer mentalement Mitch. En l'envoyant en dialyse, apparemment, parce qu'il a quand même pris le temps de l'anesthésier, de lui enlever le rein, de le recoudre, d'en croquer un bout, et aussi de buter son frère. Bon, en tout cas, l'image associée à cette creepypasta, c'est celle-là. Bah oui, Eyeless Jack. Et je connaissais vraiment plus l'image que l'histoire du croqueur de rein, quoi. Et je sais même pas si vous en souvenez aussi. Ou si vous aurez préféré l'oublier, d'ailleurs. Ce qui est fortement probable. Bon, et si on faisait une petite pause pour que je puisse te demander de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit like, un petit commentaire, et pourquoi pas un boost, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Parlons maintenant des creepypastas Lost Media, ou spécifiquement Épisodes perdus. C'est une sous-culture à part entière, des histoires qui racontent la découverte d'un épisode secret d'un cartoon qui aurait mal tourné, contenant des scènes trop dérangeantes pour la diffusion. Et c'est avec la créativité d'un moine copiste de mode emploi de photocopieuse que les écrivains des creepypastas ajoutent une trame identique à chaque creepypasta de ce genre. Et pourquoi ne pas faire le bingo des creepypasta Lost Media ? Un des plus célèbres épisodes perdus s'appelle Dead Bart. Le titre est plus que transparent. L'histoire raconte qu'un internaute aurait trouvé sur internet un épisode inédit de la toute première saison des Simpsons. Évidemment, le fichier clafie de virus quand le mec ouvre. L'épisode commence normalement. Bart est dans un avion et se fait happer par le hublot puis meurt. On a déjà vu pire dans les épisodes des Simpsons spécial Halloween qui se sont jamais vraiment gênés pour être glauques. Notre témoin nous explique que on voit une photo hyper réaliste du cadavre de Bart, puis l'épisode entier n'est qu'une longue descente vers la tristesse. La famille pleure, la musique devient dissonante et totalement désagréable. J'aime bien aussi ce passage. Homer, à ce moment-là, fait une blague, mais on ne pouvait pas l'entendre. Bah oui, elle devait être certainement super drôle en plus, c'est con que tu l'aies pas entendue. Puis à la fin de l'épisode, notre ami témoigne avoir vu les tombes de toutes les célébrités gays dans la série, même celles qui n'étaient pas encore mortes. Car oui, les Simpsons ont la réputation de prévoir des événements avant qu'ils arrivent. Bon, je vais rapidement te donner ma théorie hyper chiante et hyper décevante sur les prédictions des Simpsons. C'est qu'il y a 771 épisodes fois 22 minutes à peu près. Donc il y a 282 heures de visionnage, soit 11,8 jours en continu. Combien ? Sur
tout ce qu'ils ont raconté, fallait bien qu'il y ait une prédiction qui tombe juste ou deux. Enfin bref, le scénario de cette creepypasta ne repose encore une fois sur rien. Le principal élément horrifique, c'est cette image photoréaliste du cadavre. C'est pas mal efficace d'imaginer soi-même une scène horrifique. Donc tu te montes un peu le film tout seul et c'est ça qui va marcher pour te faire peur. D'ailleurs, l'image qui est souvent utilisée un peu en mode photoréaliste, c'est celle-ci, que je floute, mais si vous allez chercher la creepypasta, vous allez la trouver facilement. Et en fait, c'est une image de Homer qui fond, mais comme son crâne y fond progressivement, on dirait les cheveux de Bart. Beaucoup se demandent pourquoi la creepypasta n'a pas utilisé quelque chose qui la rendrait excessivement crédible, c'est-à-dire que tous les épisodes des Simpsons ont une leçon à la fin. Et dans cet épisode de Dead Bart, il n'y a pas de leçon particulière ou de morale, à part une annonciation d'apocalypse avec les pierres tombales. Mais pourquoi est-ce que c'est Bart qui est mort pour annoncer l'apocalypse et pas un autre personnage ? Bon, si vous connaissiez pas la creepypasta de Dead Bart, eh bien peut-être que vous connaissiez déjà la creepypasta de Squidward, parce que c'est exactement la même chose. Je vous la fais courte. Un stagiaire s'introduit dans la salle de montage de Nickelodeon. Sur la bande, un épisode inédit de Bob l'éponge. Au début, tout semble normal, puis les couleurs deviennent ternes, et on voit Carlos pleurer. Une musique dissonante démarre. Et pendant une minute entière, on le voit chialer. Puis des glitches apparaissent. Parce que les glitches, ça fait peur. Puis après, c'est des images d'enfants morts. Dont des vraies images. Il y a beaucoup d'hémoglobine. Il y a 10 mètres de saucisses sur le sol, sortant de leur ventre. J'essaie d'être flou, mais... Puis à un moment, Carlos, il se met à saigner des yeux. Et le sang est dessiné de manière hyper réaliste. Et puis encore, des images subliminales. Avec des cris « Et notre stagiaire arrête pas de dire fuck !» Avec d'autres enfants. Et 10 mètres de saucisses. Et puis Carlos le calamar qui finit par se dévivanter avec un fusil, ne pouvant pas supporter les temps de photoréalisme. Mais moi j'ai envie de dire bingo. Bon, si c'était un jeu à boire, on serait pas bien. C'est mignon car dans la creepypasta, le stagiaire dit que le monteur en chef est présent lors du visionnage de cette bande et qu'ils finissent par se dire tous en chœur qu'il y a un bug sur le montage. Alors qui anime une séquence entière par bug? C'est le même principe que pour Dead Bart. L'animation c'est du taf, ça prend du temps. Et pour ce cas précis, il faut un ou plusieurs animateurs. C'est pas de la magie. Ton perso préféré ne prend pas réellement vie, ça marche pas comme ça. En fait, est-ce que du coup ça parle un peu d'une bande hantée? Ou est-ce que ça parle d'un animateur fou et désespéré? Parce que ça a l'air un peu d'être ça à un moment donné. Ou alors que la bande elle est piratée et hantée, donc Carlos prend vie. Enfin, chose amusante, c'est un épisode de Bob l'éponge qui inclut directement la creepypasta. Sans transition, je vais préciser quelque chose. Personne ne laisse un stagiaire s'approcher d'une salle de montage, surtout pas chez Nickelodeon. Moi, je travaille dans une entreprise de divertissement et la peur du leak, elle est omniprésente. C'est des mois d'animation qui peuvent finir à la poubelle avec un leak pareil. Voire même, en l'occurrence, si le gars avait pris une photo, c'est un scandale. Aux États-Unis, c'est la fin de Bob l'éponge, c'est la fin de la série. Ils sont vénères avec les procès qui concernent les cartoons violents. Regardez ce qu'ils ont fait à One Piece. Avant même les Simpsons ou Bob l'éponge, il y avait Mickey Suicide, aussi appelé SuicideMouse.vi. C'est l'histoire d'une vieille bobine retrouvée dans les archives de Disney. Et on voit Mickey qui marche dans une rue grise, en boucle, sans fin. Le son est distordu, la musique grésille, les bâtiments s'effondrent et le monde devient noir, puis silence. Et là, on voit Mickey sauter la vie. C'est la première lost tape à avoir marqué Internet. Et ce qu'elle symbolise, c'est assez clair. C'est la mort de l'innocence, la mort de l'enfance. Mickey, c'est l'icône de la joie absolue et du divertissement pur. C'est le symbole même de Disneyland, de tous les Disney, du monde des enfants, et le nombre de parodies qu'on a de Mickey pour dire « Oh là là, regardez le capitalisme, c'est horrible », c'est toujours pour dire « Mais regardez ce qu'on fait à nos enfants ». Voir Mickey sombrer dans la folie, c'est comme si Internet tuait le symbole même de son enfance. Et ça, c'est hyper intéressant quand on est aux prémices d'Internet dans les années 2000. Même si ça sent que ça a été écrit par des ados qui n'avaient encore aucun moyen technique pour créer du visuel weird ou creepy à souhait, ils écrivaient plutôt des creepypastas ayant pour base un des personnages qui a représenté leur enfance. Et les thèmes adultes abordés parfois dans les cartoons, censés être édulcorés pour préserver les enfants, ont dû marquer certains bambins, ce qui a dû inspirer certains écrivains en herbe. Ça parle de glitch,
Ça parle de distorsion sonore. Ça parle d'un début de communication avec la machine, de prémices d'Internet avec ses imperfections et notre incompréhension face à elle. Parce que on commençait à rentrer dans des ères de numérique de manière assez vénère quand même. Les gamins ados dans les années 2000 étant les premiers à avoir grandi avec Internet. Pour beaucoup d'ados, leur premier contact avec l'horreur numérique, c'était ça. Toutes les creepypastas de ce type-là, c'est les traditions orales de l'horreur, comme dans l'ancien temps, avec les légendes locales, les loups-garous, les fantômes, les démons, les monstres. Les contes d'avertissement qui sont destinés à effrayer pour éduquer, ou des témoignages prétendument vécus, qui circulaient dans les villages avant l'ère de l'imprimerie, comme la Bête du Gévaudan, les Dames Blanches. En Europe, on avait, en l'ancien temps, les contes de Grimm ou les légendes bretonnes. En Afrique, les contes du soir autour du feu, qui sont des morales initiatiques, impliquant souvent des revenants des esprits, des mangeurs d'âmes ou des animaux métamorphes. Au Japon, on a les kaidan, des récits de fantômes racontés lors des veillées d'été pour se rafraîchir. Et en Amérique, on a les urban legends modernes, les autostoppeuses fantômes, les tueurs à la hache, etc., etc. Croque-mitaine aussi. Et ça avait du sens de préserver cette tradition orale. Ça permet de créer du lien, de raconter l'horreur ensemble, et c'est pour partager cette catharsis commune. Et ça préserve une mémoire collective, des mythes et des peurs locales. Et en l'occurrence, une peur sur Internet, une peur qui est partagée à l'échelle mondiale. Bon, ça n'empêche que ces histoires sont bancales et illogiques, mais ça fait leur charme. C'est un grand spectacle. Les creepypastas mal fichues, mal écrites, mal montées ou avec des fautes et des incohérences horribles, elles semblent plus réelles. Parce que leur maladresse, ça évoque une parole amateur, spontanée, sincère. C'est la même logique que les vieilles VHS, les photos flous de fantômes, les PSA des années 80, quoi. C'est leur imperfection qui les rend authentiques. Sauf pour Sonic.exe, il faut vraiment que je finisse par ça là, c'est hyper important parce que je connais un nombre incalculable de fans de Sonic.exe. L'histoire de Sonic.exe se concentre sur Tom, un jeune homme grand fan de Sonic qui reçoit un jour un CD accompagné d'une lettre de son ami Kyle, le suppliant de détruire le disque avant qu'il ne soit trop tard et surtout de ne pas y jouer. N'appuie pas sur le bouton rouge, Tom. Ignorant les avertissements de son ami, mais en même temps, qui fait ça, Tom insère le disque dans sa console et lance le jeu. Très vite, il va remarquer des phénomènes étranges et dérangeants, comme l'écran titre qui montre Sonic maléfique, avec des yeux ensanglantés. J'en peux plus des yeux ensanglantés, sans déconner. Est-ce que je dois réouvrir mon bingo là ? Puis, il y a un menu de sélection des personnages similaires à celui de Sonic the Hedgehog 3, mais sur fond rouge, accompagné d'une musique glaciale. À mesure qu'il avançait, il trouve des indices inquiétants, des animaux morts, massacrés de façon atroce, et à la fin du niveau, Sonic immobile, les yeux fermés, qui attendait le joueur. Tom va jouer chacun des personnages de Sonic, et ce dernier va les buter un à un. Au matin, il relance le jeu, et il sélectionne Robotnik dans le menu. Il continue à jouer jusqu'à la fin du niveau, et là, Sonic apparut devant lui, avant que l'écran ne devienne rouge, avec plein d'interférences. Puis surgit une image hyper réaliste de Sonic avec les mots « I am God ». Le jeu s'éteint brutalement et lorsque Tom se retourna, il trouva sur son lit une peluche de Sonic couverte de sang. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Le destin de Tom est resté ambigu, mais la suite officielle révélera plus tard qu'il se serait suicidé pour échapper à la créature qui utilisait l'apparence de Sonic pour le hanter. Je déteste les creepypastas qui terminent par « je suis Dieu ». C'est le syndrome classique du récit d'horreur mal maîtrisé. Des fois, il y a un bon concept et une fin qui détruit tout en cherchant artificiellement à choquer. C'était Dieu, c'était Satan, le narrateur il est mort depuis le début, c'était qu'un rêve. C'est de la merde. Au lieu de fatiguer leurs précieux neurones à écrire une fin potable, ils utilisent ce raccourci pseudo-mystique qui évite d'assumer la vraie résolution. C'est un gros « ta gueule c'est magique ». Truc, on sent même pas à une histoire. C'est un manuel d'instruction. Il donne tout, quel fond, quel son va se jouer et ne laisse aucune place à l'imagination. Les autres creepypastas, elles étaient mauvaises, mais au moins elles avaient une chose, la sincérité. Elles étaient écrites par des ados maladroits mais passionnés. Sonic.exe, c'est cynique et creux, voire un peu marketé sur les bords, quoi. Dès le départ, l'histoire elle est bancale. Le jeu il est maudit et tu l'envoies par la poste à un pote pour qu'il t'en débarrasse. Tu pourrais juste le jeter à la poubelle et basta, il se passerait plus rien. Ou encore mieux, t'essaies de l'envoyer par Colissimo en période de Noël et t'es sûr à 100% qu'il sera perdu. Et le pire,
c'est que c'est même pas une création originale d'un personnage comme Jeff, par exemple. On parle d'une mascotte sous copyright. Et je pense que c'est pour ça que ça a plu. Parce que les gens aiment Sonic. Et qu'ils devaient être vachement jeunes quand ils ont lu la creepypasta pour la première fois. Et des creepypastas sur une ROM maudite de Sonic, il y en a beaucoup. Et les fans de ce genre-là vont généralement être un petit peu nostalgiques de Sonic.exe en trouvant qu'elle est quand même excessivement mal écrite aussi. Mais les fans rappellent souvent que Sonic a déjà du vrai potentiel horrifique dans son propre canon. Il y a Tails, Doll par exemple, ou les Boom Boo de Sonic Adventure 2 et Sonic X. Je sais que j'ai dû perdre des abonnés en parlant mal de Sonic.exe, mais c'est vrai que Sonic n'est pas tellement un personnage qui me passionne. Par contre, il y a tellement d'autres ROM de jeux maudites sur tellement de jeux différents. Et c'est pourtant la même recette à chaque fois, avec les mêmes éléments qu'il y a dans mon bingo, Même type horrifique, assez basé sur une certaine forme de facilité. Pourtant, il y a des creepypastas un peu plus niches qui sont un poil mieux. Je préfère en général, pour ma part, les plus courtes. Bon allez, soyons honnêtes. La majorité des creepypastas sont objectivement ratés. Des intrigues bâclées avec des persos qui n'ont pas de profondeur et des rebondissements qu'on voit venir à des kilomètres. Mais dire qu'elles sont toutes absolument nulles, c'est passer à côté du vrai truc. Parce qu'au fond, c'est du folklore moderne, comme j'en ai parlé avant. Et tout ça, c'est né de l'anonymat d'Internet. Avec des gamins insomniaques qui balancent des histoires à 3h du matin sur un forum moisi, juste pour faire peur à d'autres gens qui ne rencontreront jamais. Jeff the Killer, c'est cliché. Slenderman, c'est presque devenu un mème, mais sans eux, il n'y aurait pas eu de SCP Foundation, il n'y aurait pas eu de Candle Cove, il n'y aurait pas eu de Russian Experiment, il n'y aurait pas eu d'ARG. Tout le monde pouvait inventer sa légende, poster sa peur et devenir l'espace d'une nuit le conteur horrifique de toute une génération. Aucune règle, aucun éditeur, juste Internet dans toute sa gloire. Chaotique, cringe, mais tellement fun! Et on n'avait pas cet Internet codifié, trendy, que la fille d'influenceurs identique. Mais ça me manque terriblement en fait. Ça me rend super nostalgique. J'espère que la vidéo vous a plu. On était en mode détendu aujourd'hui, pas de prise de tête. Et je sais pas si vous voudriez un volume 2 pour qu'on parle par exemple des creepypastas qui sont pas pourris, pour le coup, ça existe. En attendant, n'hésitez pas à retourner lire ces merveilles, me laisser un petit commentaire, pourquoi pas un like. Et moi je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tale.